remercier d'avoir choisi la Côte d'Ivoire pour cette importante conférence. Nous avons tous écouté le président Alassane Ouattara ce matin et il a mentionné un certain nombre de points pour lesquels il souhaite que la conférence puisse faire des propositions en fin de session. Il a évidemment abordé la question donc, de la démographie, la question du financement, en disant qu'il faut que nous voyions quel type de financement innovant nous pouvons trouver. Il a abordé la question de la qualité de l'enseignement, le numérique, le dialogue social sur les campus, et il a terminé par la réforme des curricula. Je parlerai donc du contexte un tout petit peu de l'enseignement supérieur de la recherche en Côte d'Ivoire, des défis auxquels nous faisons face et du plan de développement de l'enseignement supérieur. Diapo suivante. L'école ivoirienne a été de tout temps une école très performante. Nous recevions en Côte d'Ivoire des boursiers, notamment français, de plusieurs autres pays africains, parce que nous avions un enseignement de qualité ici. Le budget de l'État consacrait beaucoup de ressources donc, à l'éducation nationale. Mais plusieurs crises sont passées par là, et le point culminant de ces crises, donc c'est la crise post-électorale de 2010-2011 qui a donc détruit l'essentiel de nos infrastructures et équipements, tant dans les universités publiques que dans les grandes écoles publiques. Je voudrais dire que la Côte d'Ivoire, selon le dernier recensement, c'est environ 24 millions d'habitants et que 42% donc, de cette population a moins de 15 ans. Donc vous imaginez ceux qui sont donc en âge d'être scolarisés. Et nous avons, comme le président l'a mentionné ce matin, un taux de croissance qui avoisine 2,6 l'an, ce qui nous amène à environ 30 millions d'ici 2025. Au plan donc socio-économique, nous avons enregistré ces 5 dernières années une croissance du PIB très rapide, environ 9% chaque année. Nous occupons la 3e place au plan économique dans la CEDEAO, après le Nigeria et le Ghana, et nous occupons la 1re place au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est la zone francophone à l'intérieur de la CEDEAO, où nous pesons pour 40% du PIB des 8 pays membres de l'UEMOA. Au plan sectoriel, je peux vous indiquer que 6 millions d'Ivoiriens sont actuellement à l'école. Ça représente donc un peu plus de 26% de notre population nationale générale, et plus du 5e du budget de l'État donc est consacré à l'école. En 2018, nous enregistrons 219 368 étudiants, dont 883 étudiants, donc, ce qui nous donne un rapport de 883 sur 100 000 habitants. Vous verrez que c'est un rapport qui nous situe dans une position défavorable par rapport à de nombreux pays, en rapport avec les standards qui sont recommandés par toutes les institutions qui suivent donc les questions d'éducation et d'enseignement supérieur en particulier. Comme je le disais, nous faisons face à un certain nombre de défis. Ici, nous en avons mentionné 9. L'accès à l'enseignement supérieur est notre premier défi, compte tenu de l'insuffisance de nos capacités d'accueil au niveau notamment du public. Je voudrais insister également sur la question de l'employabilité, de l'insertion professionnelle, donc ce que le président mentionnait ce matin, l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins de l'entreprise, et donc l'offre que nous faisons au secteur productif. La question de la gouvernance et du financement aussi, comme le président l'indiquait, sont au cœur de nos préoccupations, au nombre des défis auxquels nous faisons face. Et j'insisterai enfin sur la question donc, de la pacification de l'espace universitaire. Nous avons des perturbations qui réduisent considérablement le temps consacré à l'encadrement et à la formation. Et évidemment, c'est un défi pour nous
que de ramener la paix. C'est pour cela que le président ce matin parlait de dialogue social sur les campus. On passe à la diapo suivante. Alors, en ce qui concerne spécifiquement l'ACER, nous avons 7 universités publiques actuellement, 6 universités physiques et puis une université numérique, l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui est en place depuis maintenant 2 ans. Nous avons 29 universités privées. Nous avons une grande école publique qui est l'INP HP au niveau de Yamoussoukro et plusieurs établissements publics également de bon niveau qui font de la formation professionnelle. Et nous avons 196 grandes écoles privées qui reçoivent pour 55% des effectifs. Donc, je voudrais également indiquer que dans les universités publiques, la question des locaux est un problème crucial. Nous avons une insuffisance criarde de locaux et cela a conduit à la décision du président de la République d'engager un programme de décentralisation des universités avec notamment la création aussi d'un projet numérique pour l'éducation. Le deuxième défi sur lequel je voudrais un tout petit insister, c'est l'équité dans l'enseignement supérieur, notamment la place des filles. Nous avons 40%, un peu plus, 42,72 d'étudiants d'étudiantes qui étaient donc inscrites dans nos universités. Ce pourcentage est conforme donc au pourcentage des filles dans l'enseignement secondaire. Dans l'enseignement secondaire, ça tourne autour de 40,7 également. Ça indique clairement que les filles qui constituent quand même un peu plus de 50% de l'effectif de base, si je me ramène à la population ivoirienne, n'ont pas accès à l'enseignement supérieur et donc ont des difficultés à aller jusqu'au bout. Quand on part dans les filières scientifiques, nous avons à peu près 26,69%. Sur la question de la qualité de l'enseignement, avec cet effectif, nous avons donc une faiblesse de l'encadrement et quand ça se combine avec la violence sur les campus et l'arrêt des cours, quelquefois sur plusieurs semaines au cours de l'année académique, cela impacte négativement la qualité de l'enseignement et même de la recherche. Relativement au défi de l'employabilité, nous avons donc un taux de chômage qui est encore préoccupant pour l'État. Beaucoup de jeunes continuent de chercher du travail rémunéré et donc ont moins de réflexes comparé à des pays comme le Ghana, le Nigeria. Le self-employment n'est pas un réflexe chez nous. Tout le monde cherche du travail, d'abord auprès de l'administration et puis après auprès du secteur privé. Donc nous avons des choses à faire et nous avons une direction de l'insertion professionnelle que nous sommes en train de transformer en observatoire de l'insertion professionnelle, de sorte à associer les partenaires, le secteur privé, mais aussi les partenaires institutionnels dans la réflexion et dans l'approche que nous pouvons mettre en place pour que nous puissions mettre à la disposition du secteur productif des ressources humaines de qualité. Sur la question de la gouvernance et du financement, je voudrais vous dire que notre système est régi par une loi qui date de 1995 et que la question principale, c'est que c'est l'État qui finance totalement l'enseignement public, ce qui est une difficulté, surtout face aux contraintes nombreuses que nous enregistrons. On va passer à la diapo suivante. Au niveau de la recherche et de l'innovation, il y a une faiblesse du budget alloué et surtout l'éparpillement des tutelles administratives.
Vous avez bien entendu le ministère de la Recherche scientifique avec l'enseignement supérieur, mais vous avez plusieurs autres ministères qui abritent des instituts, des centres ou des projets, programmes de recherche, et cela n'amène pas toujours la cohérence et l'efficacité et l'efficience. Au niveau du développement des compétences en matière de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, regardez un peu les statistiques que nous avons. Pour 2018, nous avons 68% de bacheliers cette année qui vont rentrer donc dans l'enseignement supérieur, qui ont donc des bacs littéraires, sciences humaines et sciences sociales. 30% peuvent faire de la science de santé et sciences naturelles, et seulement 2% peuvent aller vers tout ce qui est technique et technologique. Donc nous avons un effectif très faible pour les filières scientifiques, environ 31%, et cela est une préoccupation. L'autre défi, c'est le défi donc, du numérique, comme je l'ai dit. Nous avons engagé un vaste programme avec la création de l'université virtuelle, mais nous voulons aussi que les autres universités utilisent le numérique. Donc un programme est en cours, et ce programme va nous permettre d'appliquer effectivement le système LMD, licence, master, doctorat, parce que sans l'utilisation du numérique, nous ne pourrons pas être efficaces à ce niveau. C'est vrai qu'il y a des problèmes des infrastructures, mais avec le numérique, nous pouvons avancer plus vite. Sur la question de la pacification de l'espace, donc nous avons des campus qui sont très violents. Nous avons des arrêts de cours, nous avons des fois des sources de violence insoupçonnées. Quelquefois, les enseignants eux-mêmes s'y mettent, et ça paraît curieux, mais il y a les étudiants, donc il y a l'interruption, il y a la perturbation des cours, et tout cela fait que nous avons un calendrier académique que nous ne pouvons pas qualifier. Voilà, nous sommes tous dans la même académie, mais les universités ont différentes rentrées. Les premiers qui rentrent, c'est en octobre, ça ils sont rares, et puis il y en a d'autres qui rentrent beaucoup plus tard, et quelques-uns vont faire prochainement 2 rentrées. Donc vous voyez, donc ils ont une rentrée pour l'année N-2 et puis une rentrée pour l'année N-1. Voilà, donc nous sommes face à ça, et nous sommes en train d'engager donc une réflexion pour l'harmonisation du calendrier académique. Ça va demander beaucoup d'échanges entre les universités et le ministère, mais ça va demander aussi des investissements. Il y a des universités, j'ai vu la présidente de Daloa, voilà, elle est au bout là-bas, pour qu'elle s'aligne sur les autres, a besoin donc d'infrastructures et de ressources humaines importantes à court terme. Si on ne le fait pas, il est impossible. Donc notre objectif, c'est d'élaborer un programme qui nous permette dans les 2 ou 3 ans à venir de parvenir à une rentrée académique unique pour tout le monde, avec une fin d'année académique donc alignée les uns sur les autres. Diapo suivante. Alors, c'est pour relever donc ces défis, j'ai déjà mentionné quelques pistes, mais je voudrais dire que le gouvernement, globalement, a mis en place un plan décennal 2016-2025 pour donc l'enseignement supérieur et la recherche, et c'est ça qui est notre boussole. Diapo suivant. Donc, je vous présenterai un peu la vision, les axes stratégiques de ce plan de développement, et puis ensuite les actions majeures sur la période de mise en œuvre du plan. Alors, donc, pour développer l'enseignement supérieur, nous avons essayé de mettre en place ce plan pour en faire un levier important pour le développement économique et donc pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. L'axe stratégique 1, c'est donc la décentralisation des universités. Le président de la République vous a présenté ce matin le plan. Nous sommes donc aujourd'hui à 7 universités. Nous en avons 2 dont les travaux vont être engagés.
Et puis il y a la perspective de 3+2 dans la période post-2020. C'est un programme important qui est engagé depuis le passage d'Alassane Ouattara comme Premier ministre jusqu'à maintenant. Et c'est une demande forte, une pression, et le gouvernement y consacre beaucoup d'énergie et a donc des partenaires qui l'accompagnent. L'axe 2, c'est le renforcement de la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. L'axe 3, c'est l'amélioration de la qualité et de la pertinence de la formation. L'axe 4, c'est organiser une recherche scientifique au service du développement. Comme je l'ai dit, pour l'axe 1, nous pouvons passer rapidement, mais je voudrais dire simplement que la question aussi de la réhabilitation des résidences universitaires ou de leur équipement et même de la construction des nouvelles résidences est une question importante pour nous. Vous savez, l'université de Cocody, qui est la première des universités, se trouve encore aujourd'hui avec les mêmes restaurants universitaires, avec les mêmes capacités que lorsque moi j'étais étudiant dans cette université. Donc il y a beaucoup à faire à ce niveau. Nous avons aussi l'interconnexion des structures universitaires avec l'intranet et donc le programme RITER qui va se mettre davantage en place. Au niveau de l'axe stratégique 2, qui concerne la gouvernance, nous avons créé une direction générale de la qualité qui contribue vraiment à assurer une meilleure gouvernance, et une autorité nationale d'assurance qualité va donc renforcer tout ce dispositif. Il y a aussi ce projet important des contrats de performance qui est en cours et qui va certainement nous aider. Au niveau de l'axe 3, sur la question donc, de l'encadrement, l'État s'est engagé à recruter régulièrement donc des enseignants. Ça coûte assez cher. Sur l'année académique 2017-2018, nous avons recruté 410 enseignants et nous allons bientôt nous y mettre, et cela va permettre pour certaines filières d'améliorer donc l'encadrement. Il y a d'autres filières qui sont déjà en sureffectif à peu près, si on voit le ratio enseignants-enseignés, pendant que quelques autres filières sont dans l'attente de renforcement des capacités en termes de nombre d'enseignants à mettre à disposition. Le développement du numérique aussi va beaucoup nous aider. Sur l'axe 4, qui est l'organisation de la recherche scientifique au service du développement, il y a donc le projet important de pôle scientifique et d'innovation à mettre en place à Abidjan, à Yamoussoukro et certainement dans d'autres universités. Le fonds d'appui à la recherche et l'innovation a été mis en place, tout comme le financement des projets de recherche dans le cadre des bourses, des appuis que nous pouvons donner, et cela dans le cadre du projet d'appui stratégique à la recherche scientifique, le PASRES. Le plan de développement de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique traduit donc la vision du président de la République, comme je l'ai dit, pour revitaliser notre système d'enseignement et de recherche, et les résultats que nous obtenons déjà sont fort encourageants pour notre système et nous permettent maintenant de nous orienter davantage vers le développement donc de tout ce qui va nous permettre de la transformation de notre économie. Je voudrais, Monsieur le Président de l'Institut, chers collègues, dire simplement que la question touchée par le Président sur le dividende démographique est une question importante. C'est vrai qu'il a donné la piste donc de la planification familiale, mais nous avons à gérer donc le stock qui est là actuellement. Et ça, la planification va agir sur un futur lointain, mais dans le moyen et même dans le court terme,
c'est la formation et la qualité de la formation qui va faire la différence. Donc, nous devons investir massivement dans la formation et dans la qualité, la révision des curricula, la professionnalisation des filières, le dialogue avec le secteur privé pour que nous répondons effectivement à ces attentes doivent être les pistes de réflexion pour que tous ces jeunes Africains qui sont là dans l'attente soient en mesure de contribuer donc à la production. Nous en avons besoin pour transformer l'économie de l'Afrique. Nous avons des ressources donc naturelles énormes qui existent encore. Le président a donné 2 exemples en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Nous produisons 40% du cacao. Avec le Ghana, nous sommes à 60% de la production mondiale du cacao et nous ne transformons pas. Donc nous devons former des jeunes pour qu'avec le transfert de technologie, nous soyons capables de transformer ici. C'est pareil pour la NACAD, mais c'est pareil aussi pour notre sous-sol, c'est pareil pour le secteur du bois. Nous avons détruit notre couvert forestier de plus de 90%, mais si on pouvait maintenant freiner cela et transformer le bois, ça va donner le plus-value. C'est pareil pour nos ressources halieutiques et les ressources maritimes. Donc je crois qu'il faut investir dans la formation et c'est ça qui va permettre d'atteindre les dividendes démographiques, évidemment en prenant en compte les questions de santé, parce qu'on observe aussi, et c'est le cas pour le secteur de l'enseignement, notamment l'enseignement primaire et secondaire, que nous formons des gens qui malheureusement partent très tôt du fait de la maladie. Donc l'investissement parallèle dans la santé pour que ces gens qui sont formés soient bien portants, vivent plus longtemps et soient au service de la population plus longtemps, ça va être essentiel. Sur la question des financements innovants, nous avons les salaires à supporter, mais déjà, si nous pouvons trouver le modèle pour soutenir notamment la formation, nous demandons, il y a un projet de bancarisation des bourses chez nous qui commence, mais l'idée derrière la bancarisation des bourses, parce que jusque-là on paie les bourses aux étudiants main à main, mais l'idée derrière la bancarisation, c'est d'être accompagné par des partenaires. C'est parvenir à trouver avec les banques et les structures financières un mécanisme qui fasse que nous commencions ce qui se passe dans des pays comme les États-Unis, que les banques fassent confiance donc à la formation qui est donnée, et c'est là le rôle des universités, qu'on soit sûr que les jeunes gens sont bien formés et que s'ils sortent, ils vont trouver du travail. Et qu'ils s'ils trouvent du travail, ils peuvent rembourser un prêt qu'une banque aura fait, soit à l'étudiant, soit à son parent, pour pouvoir faire des études. Donc ça, il faut que nous engagions la réflexion, mais la condition sine qua non ici, c'est la qualité de la formation et c'est la création des conditions pour le développement du secteur privé, pour pouvoir absorber ces gens et pouvoir faire des... Donc ça fait partie des modèles de financement innovants que nous devons mettre en place. L'État ne peut plus. Moi, j'ai demandé en arrivant à l'enseignement supérieur qu'on augmente le niveau de bourse. Le président vous a dit que lui, il a eu $500 de bourse mensuelle quand il était allé aux États-Unis. Moi, j'y suis allé en 80, entre 95 et 97, j'avais $600. Vous voyez, le président est parti au moment où je naissais. Hein? Le président est parti aux États-Unis au moment où je naissais, quelques mois avant que je naisse. Et moi, je retourne là-bas 30 ans après, et on a presque la même bourse. Et aujourd'hui, ceux qui sont partis 20 ans après moi ont la même bourse pratiquement. C'est passé à $700 à peu près. Qu'est-ce que ça représente, $700? Absolument rien. J'avais, dans ma dernière année, on m'a donné $700. J'étais à Seattle. Je partageais un house avec des gens. Et puis après, nous nous sommes séparés. Je suis allé prendre un petit appartement pas loin de l'université de Washington à Seattle. Et je payais $450. Donc je paie $450 de $700 que l'État me donne. Et le reste, je dois me nourrir, je dois me transporter. Je dois payer les livres, je dois payer... Donc je dois téléphoner parce que bon, il y a le mal du pays, il y a les amis, il y a tout cela.
Donc on est obligé de faire un petit boulot. Et ce n'est pas toujours évident et tout ça. Vous voyez, donc, j'ai demandé qu'on relève les niveaux de bourse. On me dit, c'est difficile. Et c'est vraiment difficile. Donc, il faut trouver les financements innovants. Et je voudrais vraiment que les experts nous aident à aller sur ça. Je ne toucherai pas tous les défis que le président a mentionnés. Je terminerai par la question du dialogue social sur les campus, pour ne pas trop déborder sur le temps qui m'est accordé. C'est un souci pour nous. Et la solution à laquelle nous pensons, entre autres, c'est donc l'amélioration des conditions de vie des étudiants sur le campus. Vous savez que j'ai parlé tout à l'heure d'un seul restaurant sur le campus de Cocody, qui a un effectif aujourd'hui pléthorique. Et pour pouvoir avoir un repas correct au restaurant du campus, les étudiants abandonnent les cours dès 10 heures et ils s'en vont s'aligner devant le restaurant pour pouvoir avoir le repas autour de 11h30 midi. Ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire que nous-mêmes, on ne leur permet pas d'étudier, de suivre les cours, et donc l'investissement dans les œuvres universitaires, que ce soit restauration, que ce soit tout ce qui est culture, sport, divertissement, les différents clubs, l'accompagnement des clubs, mais aussi la capacité d'accueil en termes de chambres sur les campus. Évidemment, on ne peut pas construire pour tout le monde, mais il y a un minimum à faire, et pour cela aussi, nous sommes intéressés par tous ceux qui peuvent nous aider d'une manière ou d'une autre, y compris l'investissement privé, parce que quelquefois, les parents trouvent que c'est cher, mais ils sont obligés de payer des chambres ou des choses en ville à 20 000 francs ou 30 000. Donc, il est possible qu'on donne ça pour pouvoir rester sur un campus correct et étudier correctement. Voilà ce que je voudrais vous dire, c'est la situation donc de notre enseignement supérieur.